a vu le jour au niveau sémantique en 1900, avec la première conférence panafricaine initiée par Henry Sylvester Williams, qui était un avocat de Trinidad et Tobago. Cette conférence a amené les Africains du continent et leurs frères afrodescendants à s'unir, à réfléchir, comme ici, comme ce soir, avec un parterre d'individus, sur les voies et moyens pour sortir l'Afrique de l'ornière, pour résister au racisme. Cette idéologie-là a justement permis à des étudiants africains qui allaient ensuite marquer de leur empreinte l'histoire de leur pays et de leur continent, à s'intéresser à cette idéologie-là. Kwame Nkrumah a fait ses études en Occident, en Angleterre notamment, et a été touché par cette idéologie-là. Marcus Garvey, qui est un illustre, leader panafricaniste, a hébergé des sommités qui allaient marquer l'histoire de l'Afrique. Je ne sais pas si vous êtes au courant qu'il a hébergé Jomo Kenyatta, du Kenya, que des individus ont été touchés par cette idéologie, Julius Nyerere, de la Tanzanie. Ces individus-là ont marqué de leur empreinte l'histoire du continent et de leur pays. Et nous sommes là, nous, aujourd'hui, tout modestement, nous voulons reprendre le flambeau de cette idéologie qui a donné des résultats, mais qui a subi la violence, une violence terrible de l'impérialisme, car l'impérialisme savait, déjà à l'époque et même encore aujourd'hui, que si cette idéologie triomphait, c'était les intérêts stratégiques de leur pays, les intérêts stratégiques de leurs semblables, car eux réfléchissent en équipe, qui étaient mis à mal. Donc ils ont tout fait, ils ont botté hors de, de nos États, ceux que nous avions élus, ceux à qui nous avions donné notre pouvoir souverain de nous diriger, pour mettre à la place des potentats qui, hier et aujourd'hui, continuent à soutirer la sève édifiante de l'Afrique avec leurs relais occidentaux. Ils sont véritablement dans cette logique d'unité, dans les méfaits africains. Donc, en faisant un rapide historique, j'aurais pu aller plus en profondeur, mais le temps qui m'est imparti est compté. Aujourd'hui, je voulais aussi vous parler de quelques freins en Afrique qui empêchent le panafricanisme de triompher. Ce n'est pas en fait une liste exhaustive, mais il y a quand même quelques freins qui empêchent cette idéologie, à mon sens, de marquer profondément le psychisme des Africaines et des Africains sur le continent. Il y a deux éléments que j'ai relevés, et je le répète, ce n'est pas une liste exhaustive, c'est le tribalisme et le micronationalisme. Ces deux éléments sont des éléments qui, aujourd'hui, sont des réalités prégnantes et patentes. Le micronationalisme veut que nous soyons fiers de nos nationalités diverses et variées. Nous avons 54 États aujourd'hui en Afrique, avec également, pour la petite anecdote, Haïti qui est aujourd'hui un membre observateur de l'Union africaine, petite anecdote de l'histoire, première république noire dans le Nouveau Monde. Et ces nationalités, généralement, sont le lit de quelques réactions qui empêchent cette idéologie de triompher. Je suis fier d'être ghanéen, je suis fier d'être togolais, je suis fier d'être congolais, je suis fier d'être burkinabé, mozambicain. Et cette façon de voir qui a été conditionnée par l'histoire de la colonisation, nous empêche, au demeurant, quelquefois, je ne dis pas tout le temps, d'essayer de comprendre et de appréhender la nécessité de l'unité. C'est-à-dire que on essaye de valider ce qui a été construit par l'impérialisme, par le colonialisme, avec la conférence de Berlin de 1884 et de 1885. Et aujourd'hui, nous validons, permettez-moi l'expression, ces enclos coloniaux, qui effectivement ont conditionné la vision du monde de nos semblables. Et au jour d'aujourd'hui, la plupart des Africains vous diront qu'ils sont fiers d'être de ces nationalités-là, tout en minimisant le caractère artificiel de ces
de ces différents États. Et cela, comme je vous disais en préambule, fait le lit d'une certaine xénophobie ou comment dirais-je, de comportement où les Africains se regardent en chien de faïence parce que tu es Congolais de Brazza, tu es Congolais de Kinshasa, pourtant on partage bon nombre, on partage la même culture, nous partageons la même langue, mais cela n'empêche pas que les Congolais de Brazza aient des comportements, comment dire, condamnables à l'endroit de leurs frères de Kinshasa. Donc cela est une manifestation de ce qui empêche véritablement l'unité. Je n'irai pas en profondeur. Si certaines personnes voudront reprendre le point que je viens de développer lors des questions, qu'ils n'hésitent pas. Il y a un autre élément également qui est, à mon sens, dans la continuité de ce que je viens de dire par rapport au micro-nationalisme, c'est le tribalisme également. Le tribalisme est une plaie en Afrique parce qu'elle est générée par l'ignorance. L'ignorance de ce qui nous lie, de ce qui nous unit par l'histoire. Je vous invite à découvrir, si certains d'entre vous ne le connaissent pas, les ouvrages de Cheikh Anta Diop, c'est l'unité culturelle d'Afrique noire, qui valide de manière indubitable les profonds comment dire, liens qui nous unissent. Lorsque vous avez par exemple des noms qui traversent le bassin du Congo pour se retrouver, comment dire, au Sénégal, les Ndiaye, les Mbeke, qui sont des noms du bassin du Congo et qui se retrouvent au Sénégal. Malheureusement, ces réalités toponymiques, ces noms qui ont circulé à travers les âges, ne sont pas suffisamment, comment dirais-je, la propriété des Africains, parce que, notamment, je dis bien notamment, le système éducatif n'est pas véritablement suffisamment efficient pour permettre aux Africaines et aux Africains d'avoir véritablement ces éléments en possession pour regarder, leurs frères africains d'une autre manière. Donc ce tribalisme-là est une plaie qui est aussi une arme utilisée par permettez-moi l'expression rapidement, des hommes politiques et des femmes politiques aussi, a fortiori véreux, qui justement pour leurs intérêts bassement politiciens manipulent ce fait entre guillemets ethnique pour leurs propres agendas politiques. Et donc aujourd'hui, la panafricaine et le panafricain d'aujourd'hui, incarné notamment par la jeunesse, aura en possession son héritage historique et culturel pour pouvoir transcender ces réalités-là qui sont des freins à notre unité, et tout en magnifiant aussi sa diversité ethnique, parce que le panafricanisme n'est pas la négation de la diversité africaine. C'est l'unité de la diversité pour un objectif commun qui est l'État fédéral d'Afrique. Merci. Je pense que vous avez compris que nous avons effectivement dans la jeunesse pratiquement plus de 6 siècles aujourd'hui. Et nous aujourd'hui, nous ne contrôlons pas les arrivées des biens qui viennent dans notre continent. C'est-à-dire que nos populations peuvent être empoisonnées sans même qu'on le sache. Parce qu'il n'y a pas réellement de contrôle au niveau sanitaire qui est fait dans notre continent. Et ça, c'est là que je voulais vous montrer le danger du mondialisme. Parce que le mondialisme, c'est une idéologie qui amène en réalité à recoloniser l'Afrique, mais d'une manière insidieuse et intelligente, d'une manière stratégique. Parce que quand des entreprises viennent, achètent des terres, des milliers d'hectares de terrain, pour soit faire de l'agriculture, des monocultures en Afrique, ce n'est pas pour le bien de nos pays. C'est souvent pour le bien des pays occidentaux. Par exemple, quand on prend certaines cultures qui sont faites en Afrique, comme le café ou le cacao, nous-mêmes Africains, je ne pense pas que nos enfants en Afrique, tous les matins, ils boivent du lait avec du Nesquik. C'est un luxe qui est fait pour l'Occident. Mais cela est fait pourquoi? C'est fait à cause de ces choses-là, du mondialisme, à cause du mondialisme. Parce que les multinationales aujourd'hui sont le moyen que l'Occident a trouvé pour recolonialiser l'Afrique, mais de manière insidieuse. Parce que personne ne va se méfier d'une grande entreprise. On va dire, ah, ils viennent chez nous, ils apportent du travail aux populations, mais en réalité, ils sont en train de nous priver de notre droit élémentaire, qui est le droit du sol. C'est-à-dire que si on veut réellement lutter, il faut d'abord savoir qui sont ces multinationales qui agissent dans nos pays et qui veulent la destruction, ou du moins qui veulent
recoloniser nos pays, mais de manière insigneuse. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci à toi, Mismo. L'intervention a été aussi très éloquente et très belle. Merci de nous étayer sur la mondialisation. Donc, je fais appel à Monsieur Bamba Lindornier, conférencier de l'association Yonama, qui va nous parler de l'aliénation culturelle. Parti à 31 ans. S'il te plaît, mon bureau qui était de la RDA, je vais y arriver. Laisse-moi venir. Chers frères, je vous ai écouté. La sagesse, la pratique précède la théorie. Après, dites-moi ce que vous voulez. Moi, je veux qu'on conclue, qu'on travaille et on persiste. Et on peut. La lutte de Saint-Bernard, c'est 3 frères qui l'ont fait. Si on est déterminé, le 23 juin de Dakar est parti d'ici le 22 juin. Si on veut, on est déterminé, on fait quelque chose. Laissez-moi arriver, s'il vous plaît. Ne paniquez pas. En espagnol, on dit pero que nada no muere. Le panafricanisme n'est pas plein de chars, c'est un travail qui a été effectué par nos parents. Tu as parlé de Garvey, oui, je prends. Sundiata, oui, je prends. Samori, oui, je prends. Le travail qui a été effectué pour permettre à l'Afrique, au moins, vous savez, entre nous, on n'échange pas plus de 15% entre nous. L'Afrique est un gouffre et l'Afrique ne nous appartient pas. 85% de ce que nous bouffons vient de l'extérieur. Et on doit l'arracher. Ça ne se négocie pas. C'est Lénine qui disait que l'impérialisme était l'estat suprême du capitalisme. Moi, je vais vous dire que l'aliénation, c'est l'estat suprême de la domination. On parlait du panafricanisme de Garvey, il y a de plus récents. Et le travail est fait. Relie nation, nègre et culture. Relie civilisation et barbarie. Fanon a dit que celui qui adore le nègre est aussi malade que celui qui le déteste. Mais vous tous, vous voulez qu'on vous adore comme des chiens. Parce que vous voulez vous appeler Gaspara. Quand Fanon s'est levé et dire que celui qui adore le nègre est aussi malade que celui qui le déteste, Fanon est mort à Bida. Et là où il est couché, on le respecte. Che Guevara, respectez mon papa, Patrice Lumumba. La lutte de libération nationale, Mozambique. Demande à Agostino Neto. Mon père, Amilcar Cabral, cette ligne a été tracée pour libérer l'Afrique, pour sortir l'Afrique du néocolonialisme. Celui qui me demandait qui sont les traîtres, vous les connaissez? De Senghor à Ophir-Boigny. Les traîtres, vous les connaissez? Sylvanus Olympio est tombé devant l'ambassade de France. Les traîtres, vous les connaissez? Vous ne voulez pas les voir et vous ne voulez pas les comprendre. Quand mon jeune frère Thomas Sankara est tombé, je pensais que le lendemain, l'Afrique allait se lever. Le peuple est un lâche. C'est à nous de se réveiller. Il faut que cette mobilisation continue. Je ne veux pas de tous ces drapeaux, j'en veux un seul. Oui, justement, le reste, c'est des détails. Voilà la division. Ils ont commencé à vouloir créer plusieurs races. Nos parents se sont battus pour dire qu'il y a 2 races qui existent. La race animale et la race humaine. Maintenant, ils ont créé des communautés. Et dans ces communautés-là, moi, à Abidjan, c'est ce que je veux. Vous connaissez partout en Afrique. On peut le faire. Tu peux créer aujourd'hui la carte d'identité africaine. On déchire les nôtres. On l'impose.
La victoire, ça s'arrache. Ça ne se donne pas. Et ce n'est pas le capitalisme qui va vous le donner. Et aujourd'hui, il ne le donne pas. Il a remplacé le blanc qui te dirigeait par des nègres qui ont trahi des nègres. Chez nous, comme vous le savez, le couteau qui te tue, c'est ton frère qui l'aiguise. Tous nos vrais papas ne sont pas morts dans leur lit. Senghor est mort dans le Calvados. Au fil Boigny, je vais vous citer mes pères, comment ils sont morts. Franck Fanon est mort avec la nationalité algérienne. Comment Patrice est mort? Où est mort Koukou Amin Krouma? Récupéré par Mandou. Sékou Touré. Amilcar Cabral est poignardé où à Conakry? Comment est mort Thomas? Vous connaissez les bouffons. Vous les combattez ou bien on fuit, on vient ici où on nous exploite, appelé immigrés, diaspora, alors qu'on n'est rien d'autre que des esclaves. Oh, Dolaketo, pourquoi m'as-tu abandonné dans la vie? Dolaketo, la consécration et la bénédiction. Dolaketo, la lumière et la compréhension, les nettoyages de l'environnement. Merci et bonsoir. Il est des devoirs pour nous, nationalistes, de vouloir toujours entonner ce qui adviendra peut-être l'hymne national africain dans les jours à venir. Je vais essayer dans la mesure du possible d'être bref et d'essayer de me faire comprendre. J'ai essayé de répartir mon intervention sur 5 points. Le premier point, c'est que je vais aborder le nationalisme africain, la définition du nationalisme africain. Le deuxième point, le nationalisme africain comme conscience nationale. Le troisième point, le nationalisme africain comme idéologie politique d'une Afrique digne et souveraine. Le quatrième point, le nationalisme africain comme matrice d'une économie souveraine et indépendante. Et le cinquième point, le nationalisme africain comme socle d'une coopération bilatérale et multilatérale. Nouveau socle d'une coopération bilatérale et multilatérale, ainsi internationale. Partant du premier point du nationalisme africain. Nous définissons le nationalisme africain comme l'intelligence de la guerre ou la stratégie du combat. Nous n'avions pas besoin de dire que nous sommes en guerre, nous n'avions pas besoin de vous expliquer que nous sommes en guerre. Mais il s'est fait que nous sommes en guerre parce qu'on nous a imposé une guerre. Beaucoup de camarades se sont succédés sur cette tribune. Vous avez remarqué qu'ils ont épinglé autant de choses, autant de problèmes. Mais ces problèmes-là et ces conflits, notamment, j'épingle celui des viols des femmes et consorts. Tous ces problèmes-là ne sont que la manifestation microscopique d'une grande guerre menée contre l'Afrique. D'une grande guerre menée contre aussi les Africains et les Africaines. Donc, dans cette dimension-là, le nationalisme africain, comme je l'ai dit, comprenez comme une intelligence de la guerre, comme une stratégie de combat. Donc, comme on nous a imposé la guerre, nous allons maintenant rentrer en guerre. Pas parce que nous voulons la guerre, mais parce que nous allons répondre à la guerre pour obtenir la paix. Et la paix, pour l'obtenir, nous devons démontrer à l'adversaire que nous sommes à la hauteur de la guerre qui nous a imposée. Nous sommes à la hauteur, là où l'adversaire a donné la gifle, de remettre le coup de poing. Donc c'est ce qui va se passer. Donc en matière de définition, le nationalisme africain, cette intelligence est une intelligence opposée à toute idée de colonialisme, opposée à toute idée de la recolonisation de notre chère et mère patrie l'Afrique, opposée à toute idée d'asservissement, opposée à toute idée d'aliénation. Ça c'est la dimension, comment est-ce que nous voulons comprendre ce nationalisme africain. Rappelez-vous qu'en 1964, nos pères des indépendances, mes pensées vont ici au moment où dans cette salle, je remercie nos ancêtres qui, je pense, du haut de cette salle, nous regardent fièrement d'inefficie d'Afrique réunie pour parler de la souveraineté de ces peuples, de notre chère et belle patrie l'Afrique. En 1964, lorsque nos pères sont allés au Caire, en Égypte,
inconsciemment, peut-être, ou sans le vouloir, ils ont scellé le sort de notre chère et mère patrie, l'Afrique. Et ce sont les conséquences que nous subissons en ce jour. Au Caire, il y avait un seul principe qui a triomphé. C'était celui de l'intangibilité des frontières. En prenant comme socle de sécurité et comme socle de la conservation de la défense de notre chère et mère patrie, l'Afrique, le principe de l'intangibilité des frontières, c'est ce qui a indirectement consolidé l'œuvre de la conférence de Berlin. Parce que la conférence de Berlin de 1885 avait morcelé l'Afrique, les grands ensembles africains, à des petites prisons. Que nous avions, comme le disait le camarade tout à l'heure, que nous essayons tant bien que mal de pouvoir avancer, mais nous n'avançons pas. Qu'est-ce qui s'est passé? En voulant faire du principe de l'intangibilité des frontières comme socle de sécurité, il s'est fait que on disait que le Rwanda ne peut pas attaquer le Congo, le Congo ne peut pas attaquer le Burundi. Or, qu'est-ce qui se passe? Sur la table des négociations, même au moment où nous n'avions pas voulu les inviter, les Belges étaient présents parce que la République démocratique du Congo, jusqu'à preuve du contraire, reste un patrimoine privé du roi des Belges. Parce que la République du Sénégal ou du Togo reste le champ d'action et le précaré de la France. Parce que le Ghana tel qu'il est là isolé reste le précaré des Britanniques. Donc il s'est fait qu'en acceptant le principe d'intangibilité des frontières, on a consommé inconsciemment cette réalité qui disait que vous devez rester là, vous devez veiller à cette partie de terre que nous vous avions donnée. Donc, ceci dit, qu'à ce niveau-là, comme on disait, toujours dans ces premiers points, qu'il faudrait maintenant, et j'appelle à toutes les intelligences, à tous les esprits éveillés de l'Afrique, de refaire le nœud de la conférence de 1964, qui était la conférence des chefs d'État et de gouvernement au Caire, pour aller vers un nouveau principe. Et le principe de l'intangibilité des frontières doit être transformé au principe de l'inviolabilité, de l'intégrité physique et l'intégrité territoriale de la femme africaine. Pourquoi? Parce que le principe de l'inviolabilité et de l'intégrité physique de la femme africaine mettra fin à toute forme de viol, à toute forme de violence, à toute forme d'humiliation et de déshumanisation dont est victime la femme africaine. Le respect du principe de l'inviolabilité territoriale de la femme africaine dira clairement là où pas de conflit, là où il y a la femme africaine. Pas de guerre là où il y a la femme africaine. Parce que inconsciemment, lorsque vous défendez les frontières du Rwanda, il se fait que lorsque le Congo veut attaquer le Rwanda, forcément le Rwanda va se défendre. Et lorsque le Rwanda va se défendre, ce sont les femmes qui sont violées, ce sont les enfants qui sont assassinés, ce sont des millions de vies qui partent en péril. C'est la faune et la flore, l'univers biologique et je dirais même métaphysique de l'Afrique qui rentrent en péril. Donc voilà pour refaire le nœud de la conférence de 1964, nous devons aller sur ces principes de l'inviolabilité de l'intégrité physique de la femme africaine et l'inviolabilité de l'intégrité territoriale de la femme africaine. Je rentre sur le deuxième point, celui du nationalisme africain comme conscience nationale africaine. Il faudrait forger au sein de notre mère patrie, l'Afrique, une conscience qui sera digne de nous, Africains. Une conscience qui va donner, je dirais, de l'âme à 4 institutions qui empêchent l'émergence aujourd'hui d'une Afrique souveraine digne. À 4 institutions qui fragilisent, autrement dit, l'émergence du vrai nationalisme africain. Ici, la nuance est de taille. Et j'aimerais que tout le monde retienne bien, ici, en sortant d'ici, que la nuance est de taille. Le frère et les camarades, moi, Zoulou, n'est pas contre la religion, mais je veux faire une nuance de taille. Et que les oreilles soient grandement ouvertes pour qu'il n'y ait pas de confusion. Je disais que le nationalisme africain... Je ne donne pas la parole, mais je pense que tu n'as pas besoin de micro. Ta voix porte énormément et surtout elle s'entend jusqu'en bas et les voisins sont... Donc je disais que la... On baisse le son, Le technicien, s'il vous plaît, s'il peut bien baisser le son. D'accord, ok, je prends le micro, honneur à la dame. Donc ceci dit, le nationalisme africain comme conscience nationale, africaine, le nationalisme africain comme conscience nationale africaine. Allô, allô? T'as baissé? Le
nationalisme africain comme conscience nationale africaine. Donc, comme on le disait, qu'il faudra construire une conscience véritable. Et cette conscience véritable de l'Afrique, de notre mère patrie, l'Afrique et de tous les Africains et les Africaines, aura comme conséquence de briser l'identité coloniale. Briser l'identité coloniale va briser automatiquement tous les débris de la colonisation. Et tous ces débris de la colonisation vont permettre le nettoyage de l'environnement politique, culturel, économique et, si j'ose dire même, sécuritaire de l'Afrique. Donc je disais que pour en arriver à cette conscience nationale africaine, permettez-moi que je recadre qui est l'homme africain, qui est la femme africaine. Le seul élément de la nature, le seul élément de la création, qui peut permettre à l'Africain ou à l'Africaine de se comprendre qui il est, c'est l'art. C'est la notion de l'art. Il y a une sagesse africaine qui dit c'est-à-dire que le tsanda, l'arbre fondamental, un arbre qui pousse sur la terre du Congo, est comparable à une famille. Une famille dont il peut y avoir un problème, mais dont on ne peut jamais retrancher un membre. Donc il faudrait que la notion de la conscience rentre au niveau de l'arbre, pour que l'on comprenne, comme l'arbre, comme je le disais, que le nationalisme africain, la conscience nationale africaine aura à donner du tonus, ou même de national africain, des insultes, nourrir l'école de demain, l'école de l'Afrique de demain, qui aura aussi comme conséquence de refaire tous les programmes. Je n'aime pas souvent le mot programme parce qu'il ne faut pas programmer des individus, mais le projet éducatif de demain. Parce que le projet éducatif que nous avions jusqu'à preuve du contraire, c'est l'héritage de la colonisation. Et là, ça nous fait défaut. Raison pour laquelle nous n'avons pas les éléments essentiels aujourd'hui pour affronter les grands défis auxquels l'humanité doit répondre. Deuxième institution, c'est l'administration. Jusqu'à preuve du contraire, toutes les administrations africaines ne sont que de passerelles et des canevas qui permettent à nos richesses de pouvoir aller vers d'autres cieux. Ils ont essayé, ils ont réussi par l'administration de pouvoir aujourd'hui déclencher ce que j'appelle l'hémorragie économique. Le sang qui est nos minéraux continue à couler. Nos minéraux continuent à couler. Nos richesses, nos matières, nos vies même continuent à couler vers l'Occident. Et tout ça, c'est parce que l'administration n'a pas de conscience. Et les administrés même, les administrateurs même n'ont pas la conscience. Donc il faudrait créer une forme de conscience nationale africaine pour empêcher que les intérêts que défendent les administrateurs qui sont au Rwanda n'entrent pas en contradiction avec la notion de la paix au Congo et ainsi de suite. Deuxième institution, c'est la religion. Troisième institution, c'est la religion. La religion n'est pas un problème en soi, mais c'est la conscience qui fait défaut. Lorsque la conscience n'y est pas dans la religion, c'est ce que vous appelez du fanatisme. Lorsque la conscience n'y est pas dans la religion, c'est ce que vous appelez les abus, de nombreux abus dont des pasteurs et beaucoup imams ainsi consorts sont en train de commettre. Lorsque dans la religion il n'y a pas de conscience, c'est là qu'on voit le peuple est lobotomisé. C'est ce qu'est devenu l'Africain aujourd'hui. Donc il faudrait construire cette conscience nationale africaine pour que nous puissions nourrir cette institution. Quatrième et dernière institution, c'est l'institution commerciale, c'est-à-dire c'est le monde du commerce. Et le commerce en soi, lorsque dans le monde du commerce, lorsque dans toutes ces institutions, il n'y a pas de conscience, c'est là que nous allons à la profondeur.